La classe va devenir une micro-entreprise avec un directeur général, avec un directeur général adjoint, avec un conseil d'administration, avec toute la nomenclature que nous avons dans une entreprise agricole. Et la classe, donc, va élaborer sous la conduite d'un accompagnateur qui va être formé. Parce que dans notre méthode, il y aura des formations qui vont se faire. Qui va être formé, la classe va être conduite à la mise en place de ce projet agricole. La mise en place qui va se faire, bien sûr, par un réinvestissement des acquis disciplinaires. La mise en place d'un projet agricole, il faut tracer une parcelle. C'est un réinvestissement des acquis mathématiques qui vont permettre de tracer une parcelle. Il faut faire les pépinières. C'est un réinvestissement des acquis en biologie, en sciences naturelles, qui vont permettre aux enfants de faire la pépinière. Il va falloir planter. Ensuite, il va falloir faire la commercialisation. Voilà. Donc, c'est une entreprise, une micro-entreprise coopérative de classe qui va le faire. La classe sera structurée ainsi. Cela peut être un projet culturel, un projet sportif. À partir de ce moment, la classe va être structurée en une entreprise sportive, avec bien sûr un dirigeant d'équipe, avec des entraîneurs, avec des arbitres. Donc, nous allons, au sein de la classe, élaborer des projets. Les enfants vont élaborer des projets, les enfants vont exécuter des projets. Ça peut être un projet culturel, ça peut être un projet journalistique, ça peut être un projet environnemental. Un projet environnemental, on se rend compte que le marché du village est sale. On veut nettoyer le marché du village. Les enfants vont donc se constituer en cette société-là qui va fabriquer par exemple du savon liquide, puisque nous le fabriquons déjà du savon liquide pour permettre d'aller nettoyer le marché. Donc c'est dans le cadre par exemple du projet. Donc ce sera des expériences pratiques que les enfants vont faire. Et à travers ces expériences pratiques, nous allons inculquer donc toutes les valeurs qu'il y a dans l'entreprise. Ça, c'est une première composante. La deuxième composante, c'est que nous allons emmener les enfants vers les entreprises pour connaître le bon du travail. Un travail qui est en train d'être fait, c'est de répertorier au plan national tout ce qu'il y a comme entreprise porteuse de valeur. Parce que là, j'insiste, entreprises porteuses de valeur. Ces entreprises étant répertoriées, les élèves vont aller dans ces entreprises, faire la visite de ces entreprises, pour que l'enfant puisse voir ce qui se fait comme travail, connaître le monde du travail, connaître les valeurs du travail. Une troisième composante, ce sera de faire venir des entrepreneurs répertoriés. Quand je dis entrepreneurs, c'est des entrepreneurs porteurs de valeurs aussi. Ces personnes-là vont venir à l'école, parler de leur expérience aux élèves, afin que les élèves, par le truchement de ces expériences, puissent renforcer leur potentiel. Une quatrième composante, c'est la mise en observation, en stage d'observation. Pendant les vacances, pendant les congés, nous avons des ébénisteries, nous avons des menuiseries, nous avons des cordonneries, nous avons plusieurs types. Nous avons des journaux, des maisons d'édition, nous avons des grands commerces. Et tout cela sera répertorié pour que nous puissions envoyer les enfants vers faire des stages en entreprise, toujours pour connaître le monde du métier. Il y a ce que nous appelons le forum de l'entrepreneuriat. Je prends un exemple. Dernièrement, nous avons visité le Sahara. Nous avons visité le Sahara. Nous avons pris un ensemble d'élèves, près de 700 élèves. Nous avons emmené ces élèves-là au Sahara pour visiter le Sahara, pour visiter les entreprises, voir ce qui s'est fait dans les entreprises. Après cette visite, il y a eu un panel où des entrepreneurs ont parlé aux enfants de leur expérience. Ça, c'est un forum entrepreneurial. Et le forum entrepreneurial, ce sera aussi pour les enfants d'exposer ce qu'ils vont faire dans leur micro-entreprise coopérative.
Et ce qu'ils ont eu à produire eux-mêmes. Ce qu'ils ont eu à produire. Et puis nous aussi avons au contact par exemple des enfants qui des font entrepreneurs. du tissage de paille. Nous avons des enfants qui font de l'élevage. Nous avons des enfants qui font de la pisciculture. Nous avons des enfants qui font toutes sortes d'activités. En tout cas, les quatre points que vous venez de citer, c'est des exemples concrets. Hein. Micro-entreprise, visite d'entreprise, contact avec les entrepreneurs. Monsieur Diabaté, vous êtes fondateur de l'établissement et vous-même, vous êtes formateur. Est-ce que jusqu'à présent, vous ne le faites pas? Nous le faisons. Moi, j'ai un incubateur d'entreprise dans mon établissement. En fait, il a dit tout à l'heure, M. Fimbra, il a parlé de la structuration à l'école, de la structuration, comment ils vont structurer les entreprises, etc. Nous, on fait de la simulation des jeux d'entreprise. Et c'est exactement ce qu'il propose. C'est-à-dire, dans le cadre de la formation, il y aura, par exemple, une structure qu'on veut créer agricole. On dira, on va formaliser ces structures. Il y aura un organigramme, un directeur général, un directeur technique, etc. Ça aboutit à ce qu'on appelle la simulation des jeux d'entreprise. Mais au-delà de ça, il est bon qu'au sein de l'entreprise, il y ait ce qu'on appelle des incubateurs d'entreprise. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'incubateur d'entreprise, on formalise tout. On aide, on part de l'idée, c'est-à-dire qu'on veut créer un projet. À partir de l'idée de création du projet, on avance jusqu'à l'établissement de l'étude de faisabilité, jusqu'à la mise en œuvre du projet en tant que tel et au suivi du projet. Parce que c'est là que ça bloque, c'est là qu'il y a les difficultés. Lorsque tout le monde dit oui, on va créer des entreprises, etc., au bout d'1 an, au bout de 6 mois, l'entreprise disparaît. S'ils sont en incubation, s'ils sont à l'intérieur de cet incubateur-là, il y a un suivi jusqu'à ce qu'on les sente assez forts. Les élèves à qui vous faites allusion, c'est ceux qui sont seulement dans vos établissements ou bien ils viennent d'ailleurs? Moi, je les prends chez moi. Je viens de signer un contrat avec une structure assez forte qui est dans l'incubation aussi. En tout cas, merci de ne pas citer la structure. Je n'ai pas cité la structure, je ne vais pas la citer. Voilà. Ce sont des élèves qui sont dans vos établissements, ils ne Ils viennent sont pas dans mes d'ailleurs. établissements. Et puis, je fais venir aussi des élèves de Cocody, de l'université de Félix Houphouët-Boigny, qui rentrent dans l'incubateur chez moi. Et qui profitent donc de votre établissement. Qui profitent de mon établissement pour pouvoir développer les idées qu'ils ont. Parce que tout à l'heure, M. Tambla l'a dit, tout est basé sur la formation. Tant qu'il n'y a pas une formation de base forte, celui qui veut créer l'entreprise n'aura pas les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Moi-même, j'ai fait un ouvrage dans ce sens. Il faut lui apprendre toutes les techniques quantitatives de gestion. Il est outillé. À partir de ces outils, il peut créer son affaire. Voilà un peu l'idée. Et les enseignants qui sont chez vous aussi sont tous des personnes qui ont créé des entreprises, des personnes dont on profite de l'expérience? Dans le domaine entrepreneuriat, il faut prendre des gens qui ont déjà créé. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est un théoricien pour pouvoir conduire l'entrepreneuriat. J'étais à deux doigts de dire, qu'est-ce que vous avez contre la théorie? Il faut commencer, il faut allier les deux. Quelqu'un de métier. Voilà, vous pouvez prendre un simple commerçant qui a l'habitude de faire du commerce, d'acheter et de revendre. Il a du métier, il va leur inculquer certaines valeurs. Voilà. Vous pouvez prendre aussi des gens qui ont... La création, c'est inné souvent. Des gens qui ont cette petite chose-là pour créer. C'est ceux-là qui peuvent faire des cours d'entrepreneuriat, pas de la théorie. L'entrepreneuriat, c'est pratique, c'est vivant, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Voilà, on n'a pas besoin d'aller au... Monsieur Tambla, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, vous avez l'impression vraiment qu'on avance? Mais je vous avoue que personnellement, l'arrière-pensée de ma question, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on refait ce qui existe et qu'on l'appelle autrement. On refait ce qui existe? Non, on ne refait pas forcément ce qui existe. Il y a des formations que nous avons reçues, que les étudiants reçoivent. Ils ont des formations. Les formations qu'ils reçoivent ne sont pas suffisantes pour leur permettre de créer des entreprises. Ça, ce n'est pas possible. Dans le mot entrepreneuriat, il doit avoir un contenu. Et ce contenu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'entrepreneuriat? Ce qui est à l'intérieur de l'entrepreneuriat, c'est la vision entrepreneuriale qui est à l'intérieur. Ce sont des valeurs qui sont à l'intérieur de l'entrepreneuriat. C'est un cadre méthodologique et théorique qui est à l'intérieur qui permet aux étudiants de créer. Et ces valeurs, on ne peut pas les trouver dans une autre matière que cette matière entrepreneuriat. On peut les avoir, mais les avoir réunies dans un domaine, c'est difficile. C'est une somme de connaissances qu'on a. Il faut percevoir l'entrepreneuriat non pas comme un cours, mais comme une clé qui vous permet d'accéder à vos propres connaissances. Mais ça reste d'abord un cours. Vous comprenez? Ça reste d'abord un cours.
un coût. Oui, ça donne un coût, mais il ne faut pas le percevoir comme ça. Il faut le percevoir comme étant un réflexe d'éducation. On donne, on inculque quelque chose à quelqu'un. Tout à l'heure, je vais rectifier ce que Diabaté a dit. L'entrepreneuriat n'est pas inné, il est culturel. Il ne peut pas être inné parce qu'il n'y a pas d'héritage en tant que tel. Mais quand vous vivez dans un milieu où il y a des gens entreprennent déjà, ça vous facilite la tâche d'entreprendre. Mais ce qui est important pour les étudiants, qui est intéressant pour les étudiants, c'est quoi? Quand ils reçoivent ce cours, il faut leur dire, au-delà des mythes et des préjugés liés à l'entrepreneuriat, il faut leur dire qu'à partir de leur domaine de compétences, ils peuvent créer une unité, ils peuvent créer quelque chose. C'est important. Par exemple, vous avez un étudiant dans les grandes écoles, un étudiant par exemple qui est en comptabilité, qui fait un master en comptabilité, mais il peut s'appuyer sur son domaine de compétences pour créer quelque chose, une petite unité. On ne lui dit pas de créer un cabinet, mais il peut créer une unité pour encadrer les femmes qui vont au marché de la comptabilité. Il peut le créer. Il crée une unité pour organiser la comptabilité des petits commerçants. Déjà, à partir de son domaine de compétences, là, il ne va pas loin. Donc, c'est des choses simples qu'il faut enseigner. À l'intérieur de ce cours, ce qui manque, c'est la qualité de l'enseignant. Il n'y a pas beaucoup de professionnels qui interviennent dans ce domaine dans les écoles. Ça, il faut le dire, il faut qu'on soit clair. Moi, je n'arrive pas à concevoir un cours d'entrepreneuriat sans incubateur. Je n'arrive pas à concevoir un cours d'entrepreneuriat sans ce qu'on appelle les start-up. C'est-à-dire des start-up qui appartiennent à des gens qui sont externes à l'école et qui viennent gérer des entreprises dans notre école. Les incubateurs, c'est important. C'est de la forme pratique. Il faut créer à l'intérieur de l'école un cabinet conseil pour encadrer les étudiants et les suivre dans leur projet de création d'entreprise. Mais il n'y a pas tout ça. Dans la réalité, il y a un problème dans la mise en œuvre de ce cours. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est une pierre dans votre jardin, M. Fimbra. Tout à l'heure, je reviendrai. Donc moi, je ne parle pas des discours futuristes. Je parle de la réalité. Aujourd'hui, là, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas bien. Je vous assure qu'on est tous dans la réalité. Je disais que tout à l'heure, je vous donnerai l'occasion de répondre. Mais je voudrais d'abord... Oui, M. Séraphin, quoi? Oui, moi, je voudrais dire que introduire l'entrepreneuriat au niveau de l'éducation nationale, c'est une bonne chose en soi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être qu'on n'a pas analysé, parce que ça nécessite un coût. Moi, je connais le plan quinquennal du défi de l'entrepreneuriat jeunesse du gouvernement québécois. C'est des centaines de milliers de dollars qui consistent à faire la formation des formateurs. Donc, imaginons le nombre d'enseignants qu'on doit former. Ça nécessite un coût. Ça nécessite un coût. Il faut les former d'abord avant de former les gens. Et je vais donner un autre exemple. Il y a mon fils qui est en classe de CM2, un jour qui m'a dit, papa, qu'est-ce que c'est l'impôt? Ça, ils ont réussi à introduire le service fiscal à l'éducation nationale. C'est la même chose qu'il doit pratiquer en introduction. Il faut avoir un guide du promoteur, le guide de l'enseignant. Il faut le faire. Et quand mon fils a dit, qu'est-ce que c'est l'impôt? C'était une colle pour moi. Comment je vais expliquer à un étudiant de CM2 l'impôt? J'ai dit, bon, tu vois les routes, non? Hein? L'État n'a pas de champ de café, cacao, donc les entreprises payent des taxes. Et c'est avec ça que l'État crée... Par des exemples proches de lui, voilà, pour qu'il comprenne mieux. Quand on va à l'hôpital, voilà, c'est comme ça. Et donc c'est la même chose au niveau de l'entrepreneuriat. Si on veut introduire l'entrepreneuriat à l'éducation nationale, il faut commencer d'abord par la sensibilisation. Ça nécessite un coût, l'information, la formation, parce que l'information est différente de la formation. La formation des formateurs, c'est ce que vous dites? Oui, et l'insertion. Après l'insertion, bien entendu, c'est créer des entreprises. Mais c'est quoi tout de même? Quel est le problème si on fait tout en même temps? On n'est pas obligé de choisir. Quel est le problème si on forme, pendant qu'on forme des formateurs et qu'on forme aussi des étudiants? Oui, quand je parle de la formation des formateurs, nous sommes à l'éducation nationale. Vous voyez qu'il y a des grades. Donc nous sommes au supérieur. Au supérieur, nous recevons des étudiants qui ont le bac. Et donc ils ont un niveau de formation. Et donc, quand ils arrivent, nous, on les prend, on les forme en entrepreneuriat. Comme on l'a dit, c'est une pédagogie entrepreneuriale. On les prépare à l'esprit d'entreprise. Et moi, je disais tout à l'heure que notre système, il est basé sur la bureaucratie. Ça veut dire quoi? Quand on finit de former nos étudiants, ils s'en vont faire dire l'honneur. Mais je dis, aujourd'hui, on peut transformer en faisant des exemples concrets. Donc, des incubateurs. Vous prenez, par exemple, dans le domaine agricole, des champs. Nous avons, à notre sein, nous avons au moins 10 hectares de bananes plantains. Et les étudiants vont faire la pratique dans le champ. Nous avons une ferme agro-pastorale. Nous avons nos bœufs, nous avons des moutons, et c'est la pratique. Et quand les étudiants voient ça, le sens de l'observation, la créativité,
demain, moi aussi, je peux créer ma ferme. Je peux créer ma ferme, je peux avoir mes lapins, etc., mes bœufs. Donc, voici ce que nous faisons. Et en le faisant, en alliant la théorie et la pratique, ça permet aux étudiants de prendre des risques. Parce que le problème que nous avons, on n'aime pas prendre le risque. L'entrepreneuriat, c'est une prise de risque. Si vous ne pouvez pas prendre de risque, celui qui ne risque rien n'a jamais rien. Donc, il faut risquer. Monsieur Fimbra. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Kwa. Et je voudrais, avant d'intervenir sur ce qu'il a dit, dire que l'entrepreneuriat est un processus transversal. Et l'éducation nationale n'attend pas, ne veut pas agir tout seul. Vous savez, c'est sur une communication de Madame le ministre de l'Éducation nationale qui a été instruite par Monsieur le Premier ministre et le Président de la République. C'est sur cette communication qui a été adoptée en Conseil de ministres le 14 janvier à Yamoussoukro, 2015 à Yamoussoukro, qu'il y a eu les premières bases institutionnelles du développement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif ivoirien. Et à partir de cela, de cette date, les experts du ministère de l'Éducation nationale ont commencé à travailler. Je viens de citer un ensemble d'expériences entrepreneuriales qui vont être menées. Mais tout ceci autour d'un ensemble, parce que nous avons défini des axes stratégiques. Il y a tout d'abord les dispositifs réglementaires, administratifs, juridiques qui vont accompagner tout ceci, qui sont en voie d'élaboration. Il s'agit de décrets, il s'agit d'arrêtés. Et pour ne pas dévoiler les choses, je dirais que parmi ces décrets, il y a la mise en place d'un fonds de l'entrepreneuriat scolaire. Nous le savons. L'entrepreneuriat scolaire coûte cher. Au Canada, il y a des micro-banques dans les établissements scolaires pour soutenir l'entrepreneuriat scolaire. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale va travailler. Nous prévoyons même très bientôt un séminaire qui va regrouper tous les ministères qui sont parties prenantes. Quand je parle d'agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture qui va encadrer tout ce qui est aspect agriculture. Et nous étions au forum entrepreneur au Sahara. Monsieur le ministre de l'Agriculture est intervenu pour dire à Madame le ministre qu'il soutient à 100% les activités entrepreneuriales au niveau de l'agriculture et qu'il mettra tout à la disposition pour que cela puisse se faire à l'Éducation nationale. C'est le ministère des Ressources animales qui va intervenir. C'est le ministère de l'entrepreneuriat, c'est le ministère de l'Environnement, c'est le ministère du Sport. C'est tous ces ministères impliqués qui vont intervenir. D'accord, mais M. Fimbra, de quelle année scolaire vous nous parlez déjà? Celle qui arrive? Celle qui arrive. Alors, il y a puisque beaucoup... nous... Je continue. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites dans le futur. Il y a même des choses que vous ne voulez pas nous dévoiler. Non, c'est l'occasion pour vous de le dire. Non, voilà, donc c'est simple. Oui. C'est simple pour vous dire que, simplement que, dans ce sens-là, des choses sont en train d'être faites. Monsieur Kwa a parlé de formation. Il faut former les personnes qui vont encadrer. Mais quand nous parlons de mise en œuvre, nous parlons de mise en œuvre dans un projet pilote. C'est vrai que nous ne pouvons pas couvrir l'étendue du territoire national cette année, ce n'est pas possible. Parce que les financements, comme il a dit, il faut des financements, cela coûte cher. Mais Madame le ministre, le gouvernement ont déjà pensé au financement de cette entreprise au niveau de l'éducation nationale. En tout cas, c'est vraiment bien que tout le monde ait pensé à cela. Oui. Et c'est sûr que tous les membres du gouvernement seront d'accord sur la chose. Je l'ai dit avant de commencer. Je ne veux pas le dévoiler. Non, mais dévoiler, c'est l'occasion de le dire. Je ne veux pas le dévoiler, mais Madame le ministre... Non, M. Fimbra, vous pouvez le dévoiler. Nous travaillons tous pour le même État. Je voudrais vous rappeler seulement que le système éducatif... Je vais vous dire ceci, que Madame le ministre nous a confié que
à ce conseil de ministres qui a adopté l'entrepreneuriat, tous les ministres ont opté pour travailler avec l'éducation nationale. Et que ça a été pour cette communication l'une des plus longues communications, parce que chaque ministre a donné son expérience d'entrepreneuriat quand il était à l'école. Parce que c'est une innovation pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire, autant que oui. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, autant que l'école obligatoire, qui est l'une des décisions de Monsieur le Président de la République, le gouvernement de Côte d'Ivoire tient à cette innovation. Donc, les moyens seront mis pour... Je parle de projets pilotes. De projets pilotes, parce que nous devons pouvoir expérimenter. Et nous sommes en train de choisir déjà des écoles dans lesquelles nous pourrons faire ce projet pilote, former les enseignants que nous appelons des accompagnateurs, parce qu'il s'agit pour l'élève maintenant de travailler. Donc, des enseignants et des encadreurs, parce que déjà sur le terrain, nous avons des éducateurs qui sont des encadreurs. Nous avons des conseillers extrascolaires, des conseillers d'orientation, puisque l'entrepreneuriat a une partie orientante. C'est celle-là qui va permettre à l'enfant de choisir un métier à partir des expériences qu'il est en train de vivre. Voilà. Alors, je voudrais dire tout simplement que je suis totalement d'accord avec vous. Hein. La preuve, la RTI organise aujourd'hui une émission sur le sujet. Tout le monde est véritablement intéressé. N'empêche, on dira toujours ce qu'on pense de la chose. Quelle voie il ne faut pas choisir, quelle voie il faut choisir. Le système éducatif ivoirien donc présente quelques domaines à rattraper, c'est sûr. La cause de ces déficits-là, selon certains experts, se trouve dans la formation et le manque de motivation chez le corps enseignant. On va revenir sur le sujet. L'école doit être pensée en tenant compte de nos réalités et non des réalités importées. C'est le point de vue de M. Oulaye. M. Oulaye est le président de la Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire. On va l'écouter avant de continuer. Ce que je sais, c'est que au moins dans 80% des villages de Côte d'Ivoire, il y a au moins une école primaire. Et aujourd'hui, dans 60% des villes, il y a au moins un petit collège. Ça, c'est déjà un avantage. Depuis quelques années, l'école bat de l'aile. Au départ, moi, j'ai eu le privilège de faire l'école traditionnelle. C'était la vraie école. Parce que tous mes camarades qui sont restés au CM2 ont le niveau de maîtrise aujourd'hui. Avant, les enseignants, le plus haut niveau, c'était le CM1, jusqu'à atteindre le collégien. Donc, quand vous avez un instituteur qui a fait la troisième, c'est qu'il a le rang de directeur d'école. Mais les produits qui sortaient étaient des produits potables. Et nous sommes des modèles palpables de ces produits potables. Nous sommes la dernière génération. L'école a commencé à perdre son allure quand, je ne sais pourquoi, on a commencé à nous enseigner les enfants avec l'école télévisuelle. On a créé l'école télévisuelle. Tu vois les enfants le matin, quelqu'un assis à Abidjan, il parle et puis tout le monde répète dans les villages. Quelques années après, nous avons vu que l'école a perdu son allure. L'éducation a perdu son allure. Non seulement les enseignants sont devenus paresseux du coup, ils ne font plus rien, puisque le programme est donné depuis Abidjan ou depuis le centre émetteur. Et puis, les enfants, ils sont devenus des magnétos qui répètent ce qui a été enregistré. Alors, ça, c'est la première mort de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. On a voulu ressusciter en créant l'école rénovée. Là encore, on nous a imposé des livres qu'il ne fallait pas enseigner dans les écoles, où on dessine tout et l'élève remplit les casiers. Aujourd'hui, moi je vous le témoigne, un enfant africain en son temps qui partait en Europe, demandez à tous nos frères qui nous ont précédés, qui sont partis faire les études en Europe, ils arrivent, ils sont premiers dans toutes les universités. Tout jeune Africain, jeune Ivoirien, qu'on envoie, même s'il était le dernier de classe en Afrique, quand il arrive en Côte d'Ivoire ici, il arrive en école, il est premier à l'université, il est premier dans les écoles où on le mettait. Mais le petit blanc, lui, il remplit les cases parce qu'on ne veut pas le fatiguer. Mais toi, Africain, tu remplis les cases pour gagner quoi? On a trouvé encore que c'était devenu dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a choisi aujourd'hui? On fait les nouvelles phases, l'à peu près. Troisième, la crise est venue empirer. Quelqu'un qui était à l'école, qui n'a pas eu le BPC, qui a échoué, on le prend
et on le dépose comme éducateur dans un village. Et aujourd'hui, quand tu arrives dans les villages, quelqu'un que nous-mêmes, pour qui nous avons payé de l'argent, il n'a pas pu avoir le bac, il n'a pas pu avoir le BPC. Il est instituteur dans un village. Il va apprendre quoi à qui? Il va au CM2, il faut faire les mathématiques. Il faut faire la science agronomique. Lui-même, il ne connaissait pas, c'est pourquoi il a échoué. Je rentre dans l'autre sphère qui est encore plus grave. En dehors de nous avoir donné des moribonds dans les villages, je le dis, hein, je parle en tant que le président des jeunes qui n'ont pas réussi à l'école. 80% des jeunes qui sont restés au village, qui ont le niveau CM2, C2, qui ont le niveau collège, qui ont le niveau peut-être terminal, ceux-là, leur lot, quand ils voient leurs enfants, que celui qui est en train d'enseigner, il n'a que le niveau 3e, et qui a été recruté parce que pendant la crise, il a sauvegardé quelques esprits des enfants et on le titularise comme instituteur. Alors que nous avons des CAFOP, et pour rentrer dans ces CAFOP, il faut avoir le bac. Et le niveau CM2, le niveau BPC ou niveau 3e, il y en a même qui est au niveau CM2 et qu'on a transformé en enseignants et qui sont dans nos villages aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat dans ce niveau-là? Alors, M. Séraphin, lorsqu'on écoute cet intervenant, il nous dit très clairement que l'école classique, l'école actuelle est dépassée. Non, je ne suis pas peut-être d'accord avec lui, parce que quand on regarde les résultats aujourd'hui du CAMES en Côte d'Ivoire, les premiers sont les Ivoiriens. Donc on ne peut pas dire que c'est dépassé, on ne peut pas remettre en cause. C'est vrai que j'ai dit que l'école est basée sur la bureaucratie, mais je ne remets pas en cause la qualité de l'enseignement dans notre système éducatif. Loin de là, parce que quand nous voyons des aînés, quand ils s'expriment, il n'y a rien à dire. On a des ingénieurs agronomes, donc on ne peut pas remettre en cause. Mais ce que je voulais dire, quand on parle enseignement supérieur, il y a 3 composantes. Il y a l'enseignement, il y a la recherche et le management. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le côté management. Au niveau du supérieur, on parle de l'introduction du système LMD, c'est-à-dire la professionnalisation de nos filières. Parce qu'on s'est rendu compte que les universités, les grandes écoles produisent des étudiants en griffe, hein, s'il vous plaît, des étudiants qui ne sont pas pratiques au sortir de la formation. Donc, en introduction du système LMD, donc on parle maintenant de la semestrialisation, on ne parle plus d'année académique. On parle de la mobilité interne des apprenants et on parle aussi de crédits. Le L, c'est 180 crédits, le M, c'est 120 crédits et le D, 180 crédits. Donc, on va réorganiser l'enseignement supérieur de telle sorte que nos apprenants, au sortir de la formation, deviennent opérationnels sur le marché de l'emploi. Parce que moi, opérateur économique, je ne veux pas prendre des gens qui vont venir apprendre dans mon entreprise. Je veux des gens qui sont directement opérationnels. Monsieur Sindou Tambla, on a écouté l'intervenant, des critiques avec ses mots. C'est ça. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'on est en train de magnifier simplement la formation professionnelle et qu'il faut une réforme de notre école. Est-ce que introduire l'entrepreneuriat à l'école revient à dire qu'il faut une réforme de l'école actuelle? D'abord, je voulais dire simplement que tout à l'heure, dans le commentaire, je me suis rendu compte que l'intervenant remet en cause la qualité de la formation de manière générale. On ne peut pas remettre en cause la qualité de la formation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Il y a 20 ans, l'enseignement en Côte d'Ivoire était l'enseignement des références. Ça, c'est clair, d'accord. Sur l'axe du temps, il y a seulement quelques années où l'enseignement a pris un coup. L'enseignement a pris un coup. Ça a pris un coup pourquoi? Ça a pris un coup parce qu'il y a une autre vision des choses. Les responsabilités sont partagées, ça il faut le dire, je n'accuse personne, j'accuse tout le monde. J'ai dit que les responsabilités sont partagées, pourquoi? D'abord les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui choisissent les écoles pour leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'ils choisissent? Mais ils choisissent les écoles les moins chères. Où des enfants font des masters à 100 000 francs, à 200 000 francs. Mais quel enseignement on peut attendre quand on paye 100 000, 200 000 pour faire un master dans des pays? On s'attend à quoi? C'est la qualité de la formation que vous mettez en cause? Bien sûr, à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, les parents d'élèves choisissent la facilité. Pourquoi? Facilité en termes pécuniaires. Ils ne veulent pas payer cher, mais écoutez, une formation de qualité, ça se paye cher. Et puis, tout le monde n'est pas obligé de faire l'enseignement supérieur. Si vous n'avez pas les moyens, mais l'enfant fait autre chose. Et quand vous dites autre chose, vous pensez à quoi? Quoi? Un enfant peut être brillant.
Mais il peut être issu d'une famille très pauvre, alors c'est le ministère, c'est le gouvernement qui peut lui octroyer une bourse pour poursuivre ses études. Ce n'est pas ce qui est fait. Nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous avons fait il y a quelques années? Nous avons constaté qu'il y a des étudiants qui sont brillants, qui ont un bon potentiel. Mais malheureusement, les parents n'ont pas les moyens pour les aider dans les écoles. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris sur nous, on a pris la tâche avec le ministère, on a demandé au ministère, à partir d'un courrier, à la fin des délibérations au niveau des examens, nous voulons avoir les PV et les meilleurs au BTS national. Bon, on nous a donné la liste des meilleurs au BTS national, mais ces gens-là, nous les avons inscrits gracieusement dans nos écoles jusqu'à la fin de leur formation.